Pendant des siècles, les noms d'empereurs tels qu'Auguste, Néron ou Caligula ont dominé les récits de l'Empire romain. Leurs conquêtes, leurs excès, leurs folies, tout cela est resté gravé dans la mémoire collective. Mais derrière ces hommes de pouvoir, il y eut des figures tout aussi influentes dont l'histoire fut occultée ou minimisée par les récits officiels. L'une d'elles, sans doute la plus décisive, fut Livie Drusilla, l'épouse du premier empereur et la mère du second. Elle ne fut pas seulement la première impératrice de Rome. Elle fut stratège, mère, conseillère, matriarche d'une dynastie et, selon certains, manipulatrice sans scrupules. Aujourd'hui, nous voyagerons au cœur du pouvoir romain, pour découvrir 35 choses que vous ne saviez probablement pas sur la femme qui tirait les ficelles derrière le trône, l'impératrice qui a marqué le destin de l'empire le plus puissant de son temps. Livie Drusilla naquit le 30 janvier 59 avenue Jésus-Christ, au sein d'une famille de l'élite républicaine romaine. Son lignage n'était pas ordinaire, son père, Marcus Livius Drusus Claudianus, était sénateur et appartenait à une ancienne branche des Liviens, un clan qui jouissait d'une influence séculaire. Sa mère, Alphidia, provenait elle aussi d'une famille aisée. Livie grandit entourée de marbre, de politique et de tensions. Sa maison n'était pas seulement une demeure, c'était un épicentre d'intrigues, de discours et de décisions qui façonnaient l'avenir de la République. La Rome de son enfance était une cité en effervescence, temple bondé, forum plein de rumeurs, et un Sénat divisé entre ceux qui rêvaient de préserver l'ancienne République et ceux qui, dans la figure de Jules César, voyaient un nouvel ordre inévitable. Dans ce contexte, la jeune Livie apprit à observer en silence, à lire les gestes plus que les paroles, et à comprendre que la stabilité n'était qu'une illusion dans une Rome dominée par les conspirations et l'ambition. Dès son plus jeune âge, elle vécut entourée de privilèges, certes, mais aussi d'incertitudes. Ses journées se déroulaient entre l'éducation typique des dames nobles, tissage, rhétorique de base, religion, et la tension croissante d'un pays au bord de l'abîme. C'était une enfant observatrice, discrète, toujours attentive, comme si, dès l'enfance, elle pressentait qu'un jour elle devrait prendre des décisions qui changeraient le cours de l'histoire. À 16 ans, Livie fut donnée en mariage à son cousin, Tiberius Claudius Nero. C'était un homme politique chevronné, bien plus âgé qu'elle, lié aux cercles les plus traditionnels de la République. Le mariage, comme c'était courant parmi les élites romaines, n'était pas un acte d'amour mais de calcul. Il s'agissait de renforcer les alliances, d'assurer une protection et de maintenir la lignée ancrée au pouvoir. Pour Livie, ce fut le premier pas vers une vie où le personnel et le politique seraient toujours étroitement liés. Mais à peine le mariage fut-il scellé que le monde bascula. En 44 avenue Jésus-Christ, Jules César fut assassiné au Ide de mars. Avec sa mort, la République se brisa en deux. D'un côté, les césaricides, menés par Brutus et Cassius, de l'autre, les héritiers du nouvel ordre, Marc-Antoine et le jeune Octave, fils adoptif de César. Livie, enceinte de son premier fils, se retrouva prise entre loyauté familiale et brutalité d'une guerre civile qui n'épargnait ni femme ni enfant. Son époux, Tibère Claude Néron, choisit le camp des assassins. Il soutint la cause républicaine, bien qu'il sût qu'elle était condamnée. Lorsque les forces de Marc-Antoine et d'Octave vainquirent les conspirateurs à la bataille de Philippe, la famille de Livie fut marquée comme ennemie du futur empereur. Son père se suicida, et elle dut fuir avec un nouveau-né dans les bras. Aux côtés de son mari et du petit Tibère, celui qui deviendrait plus tard empereur, elle s'exila en Grèce. Là, loin de Rome, dans un climat d'instabilité, Livie apprit que survivre dans un monde d'hommes était un article. La sécurité pouvait disparaître du jour au lendemain, et la loyauté n'était qu'une monnaie qui changeait rapidement de main. Durant cet exil forcé, Livie forgea le caractère qui ferait d'elle, des années plus tard, la femme la plus puissante de l'Empire. En 39 avenue Jésus-Christ, après des années d'incertitude et d'exil, Livie revint à Rome. La trêve temporaire entre Octave et Marc-Antoine offrait un mince espoir de stabilité. Mais ce qui l'attendait dans la capitale n'était pas la simple reprise de sa vie antérieure, c'était le commencement d'un destin qui allait transformer l'histoire romaine. Peu après son retour, Livie et son mari assistèrent à une audience avec Octave. Ce fut alors que se produisit l'inattendu, le futur empereur fut absolument captivé par elle. Ce n'était pas une simple attirance physique, bien que Livie fût considérée comme élégante et d'allure noble, mais une fascination immédiate. Octave, le jeune politicien décidé à dominer Rome, vit en Livie non seulement une femme séduisante, mais aussi une figure dotée de force, d'intelligence et de stature morale. Tous deux étaient mariés. Livie était encore enceinte de son mari, Octave, de son côté, avait une épouse elle aussi enceinte. Mais rien de cela ne compta.
Ce qui suivit fut l'un des scandales les plus audacieux de son époque. Tibère Claude Néron, son mari, annonça publiquement sa décision de divorcer, sans explication. Agit-il de son plein gré ou sous la pression d'Octave? On ne le saura jamais avec certitude. Ce qui est certain, c'est qu'aucun homme n'osait défier la volonté de l'héritier de César. L'insolite se produisit peu après, à peine eut-elle donné naissance à son second fils que Livie épousa Octave. Et ce fut son ex-mari, celui-là même qu'elle venait de quitter, qui la remit lors de la cérémonie nuptiale. Cette image, plus digne d'une tragédie que d'une chronique politique, marqua le début de l'une des alliances les plus durables et influentes de l'histoire impériale. Plus qu'une union romantique, le lien entre Octave et Livie fut une association politique d'égal à égal. Il vit en elle plus que la beauté, une compagne lucide, réfléchie, capable de manœuvrer dans les intrigues et de garder le contrôle au cœur des tempêtes. Elle, de son côté, sut naviguer les dangers de la cour et se placer à ses côtés sans l'éclipser, mais aussi sans disparaître. C'est ainsi que Livie Drusilla devint, peu à peu, la figure invisible qui soutenait l'homme le plus puissant de Rome. Et le meilleur, ou le plus dangereux, restait à venir. Lorsqu'Octave reçut officiellement le titre d'Auguste en l'an 27 avenue Jésus-Christ, Rome abandonna sa république pour devenir un empire. Et avec cela, Livie cessa d'être simplement son épouse pour devenir, sans précédent ni titre officiel, la première impératrice romaine. Il n'y eut ni cérémonie ni couronne, ni reconnaissance légale de cette fonction, mais tout le monde savait qui elle était. Contrairement à d'autres femmes nobles de son époque, Livie ne se limita pas aux tâches domestiques ni ne resta dans l'ombre comme simple ornement du pouvoir. Son intelligence, sa discrétion et son sang-froid la placèrent rapidement dans une position unique. Elle était la seule personne en qui Auguste avait réellement confiance. Dans un monde empli de conspirations, de trahisons et de sénateurs dissimulant des poignards sous leur toge, Livie fut le seul soutien politique et émotionnel de l'empereur. Les archives historiques ne la montrent pas en train de prononcer des discours ni de promulguer des lois, mais son influence était constante. Auguste la consultait en privé avant de prendre des décisions cruciales. Il lui confiait des noms, des soupçons, des alliances et des craintes. Livie devint la stratège invisible de l'Empire. Tandis que les hommes débattaient au Sénat, elle tissait des réseaux de pouvoir depuis l'intérieur du palais. Elle était, comme certains chroniqueurs l'ont décrit, le seul homme à la cour d'Auguste qui ne portait pas la toge. Son rôle n'était pas seulement intime, mais aussi symbolique. Livie, toujours vêtue simplement et sans ostentation, fut présentée au peuple comme l'idéal de la matrone romaine, pudique, disciplinée, prudente. Alors que de nombreuses femmes de l'élite se laissaient entraîner dans des scandales ou des excès, Livie était synonyme de vertu, d'ordre et d'équilibre. Mais sous cette image soignée et contrôlée se cachait un esprit stratégique et résolu, qui saurait manœuvrer pour que le sang de sa lignée reste sur le trône à tout prix. Ainsi, tandis qu'Auguste consolidait l'empire au dehors, Livie affermissait sa dynastie depuis le cœur du pouvoir. Dès que Livie devint l'épouse de l'empereur Auguste, son ambition cessa d'être personnelle et se concentra sur l'avenir de sa lignée. Bien qu'elle n'ait pu donner d'enfant à Auguste, elle avait 2 fils issus de son premier mariage, et l'un d'eux, Tibère, devint la cible de sa stratégie dynastique. Mais Tibère n'était pas un homme ordinaire, encore moins un politicien avide de pouvoir. Il était introspectif, réservé, et profondément mal à l'aise avec les feux de la vie publique. Son idéal de vie s'éloignait des intrigues du Sénat et des conspirations du Palatin. Pourtant, Livie avait d'autres plans. Elle le savait, si elle ne pouvait prolonger son pouvoir à travers un fils né d'Auguste, alors elle façonnerait Tibère pour qu'il devienne l'héritier légitime. Pour y parvenir, elle commença par briser les liens qui le rattachaient à une vie simple. Sa première victime fut le mariage heureux que Tibère avait avec Vipsania Agrippina. C'était une union fondée sur l'affection, loin de la politique, et ils attendaient ensemble un enfant. Mais Livie insista. Elle fit pression. Elle tira les ficelles à la cour et dans le cœur d'Auguste jusqu'à ce que le jeune homme soit contraint de divorcer. Et non seulement cela, elle le poussa à épouser Julie, la fille même d'Auguste, une femme à la réputation publique déplorable et au caractère incompatible avec celui de Tibère. Ce qui suivit fut une spirale émotionnelle d'amertume. Tibère, malgré sa loyauté envers son devoir, n'oublia jamais cette trahison maternelle. Sa vie avec Julie fut une suite de malheurs, disputes, infidélités, vide affectif. Il perdit son enfant nouveau-né. Et lorsqu'il ne put plus supporter davantage, il s'enfuit. Il s'exila volontairement sur l'île de Rhodes, loin du pouvoir, de sa mère, de l'Empire, et de lui-même. Tandis que Tibère s'exilait à Rhodes, consumé par la désillusion et le ressentiment, Livie trouva consolation et espoir en son autre fils, Drusus.
Contrairement à son frère aîné, Drusus était charismatique, courageux et ambitieux. Il avait ce feu intérieur qui transformait les hommes ordinaires en légendes. Sa carrière militaire était irréprochable, et son ascension dans les rangs de l'armée en avait fait une figure respectée tant par les troupes que par le peuple. Livy, toujours habile à mesurer le potentiel des hommes, voyait en lui la possibilité d'un nouveau legs. Auguste lui-même l'admirait et le favorisait publiquement, alimentant les espoirs que Drusus pourrait devenir le prochain empereur, ou du moins, l'architecte d'une nouvelle génération de dirigeants romains. Mais le destin en décida autrement. En 9 avenue Jésus-Christ, lors d'une campagne militaire en Germanie, Drusus fit une chute de cheval qui lui causa de graves blessures internes. Malgré tous les efforts pour le sauver, le général mourut loin de Rome, dans les brumes du Rhin. La nouvelle dévasta Livy. Son fils préféré, le jeune homme qui pouvait racheter ses échecs avec Tibère et consolider l'héritage impérial, n'était plus. Le deuil fut profond, intime et silencieux. Pour la première fois depuis des années, la femme la plus puissante de Rome se vit comme une mère, et comme une mère brisée. Drusus fut ramené à Rome avec tous les honneurs. Son corps, escorté par ses légions, parcourut la Via Appia comme symbole de gloire et de perte. Le peuple pleura son héros. Auguste le loua comme le fils qu'il avait toujours désiré. Et Livy, après les larmes, réaffirma sa mission: si Tibère était tout ce qui restait, alors elle le conduirait au trône, quitte à modeler son destin de ses propres mains de fer. Après des décennies de gouvernement, de réformes, de guerre et de consolidation de l'Empire, le corps d'Auguste commença à décliner. Dans ces dernières années, il parlait peu, s'isolait fréquemment et ne gardait contact avec l'extérieur que par des lettres, presque toujours adressées à Livy. Le couple qui avait façonné Rome pendant un demi-siècle partageait ses derniers jours entre le silence et la complicité de ceux qui ont dominé le monde ensemble. Lorsque la mort frappa enfin aux portes de l'empereur en l'an 14 après Jésus-Christ, Livy était à ses côtés. Non comme impératrice, ni comme symbole politique, mais comme compagne. Elle le soigna, l'accompagna, et fut l'unique témoin de ses dernières paroles. Et ce fut elle aussi qui, selon certains récits, décida de retarder l'annonce officielle de son décès, juste assez pour que son fils Tibère arrive de Rhodes et prenne le pouvoir sans obstacle. Le moment était critique. Tibère ne désirait pas le trône. Non seulement il était aigri par la vie que sa mère l'avait forcé à mener, la séparation d'avec son épouse, le mariage imposé avec Julie, la pression constante, mais il portait aussi une profonde amertume de n'avoir jamais eu la liberté de choisir son destin. Sa relation avec Livy était tendue, froide, marquée par des reproches implicites et des blessures jamais refermées. Et pourtant, Rome avait besoin d'un empereur. Le Sénat l'acclamait, le peuple l'observait avec espoir, et Livy avait déjà déplacé les pièces pour que son fils devienne le successeur légitime d'Auguste. Ainsi, entre la pression institutionnelle et l'ombre imposante de sa mère, Tibère accepta. À contre-cœur, certes, mais il accepta. Livia, quant à elle, émergea du deuil plus puissante que jamais. Grâce au testament d'Auguste, elle fut officiellement adoptée dans la famille impériale sous le nom de Julia Augusta, consolidant ainsi son statut de matriarche de l'Empire. À partir de ce moment, elle ne serait pas seulement rappelée comme l'épouse du premier empereur, mais aussi comme la mère du second. Mais la tension avec Tibère ne fit que croître. La mort d'Auguste n'apporta pas seulement le deuil impérial. Elle éveilla également une inquiétude persistante parmi de nombreux sénateurs, membres de l'élite et chroniqueurs de son temps. Livia avait-elle eu quelque chose à voir avec tout cela? Au cours des dernières années du règne d'Auguste, beaucoup des candidats les plus proches à la succession étaient morts dans des circonstances suspectes. Caius et Lucius César, les petits-fils d'Auguste et ses favoris pour hériter du trône, moururent jeunes et dans des conditions étranges. Agrippa Postumus, le plus jeune fils de Julia, fut également éliminé peu après le décès de l'empereur. Pour certains, tout cela n'était pas une série de coïncidences, mais un nettoyage systématique des rivaux, orchestré par Livia dans le seul but de préparer le chemin pour son fils, Tibère. Le poète Ovide, les historiens Tacite, Dion Cassius et Suétone, tous avec différents degrés d'hostilité envers le pouvoir impérial, insinuèrent dans leurs écrits que Livia aurait pu empoisonner son mari. Selon ces récits, elle aurait manipulé la date de sa mort, retardé l'annonce officielle tout en envoyant des messages urgents à Rhodes, où se trouvait son fils, afin de s'assurer qu'il arrive avant quiconque au Sénat. Les théories étaient nombreuses et se multipliaient dans les couloirs du palais. Certains disaient que Livia avait utilisé des figues empoisonnées, d'autres qu'Auguste était simplement tombé malade de vieillesse et que la femme la plus puissante de Rome avait simplement profité de la situation, sans nécessairement l'avoir provoquée. Ce qui est certain, c'est que le récit d'une Livia manipulatrice,
calculatrice et prête à tout pour son lignage gagna en force au fil des ans. Elle n'était plus vue seulement comme l'épouse fidèle ou la conseillère discrète, mais comme une véritable figure politique, prête à utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et dans une Rome habituée aux intrigues, cela n'était pas inhabituel, mais restait impardonnable lorsqu'il s'agissait d'une femme. Depuis lors, l'image de Livia oscille entre dévotion et soupçon, fut-elle une héroïne silencieuse de l'Empire ou une figure machiavélique de l'ombre? Bien que Livia ait atteint son objectif de voir Tibère sur le trône impérial, leur relation était profondément brisée. Dès avant la mort d'Auguste, les liens entre mère et fils s'étaient détériorés. Livia, avec son ambition inébranlable, avait façonné le destin de Tibère par une combinaison de pression, de manipulation et de sacrifices personnels qu'il ne lui pardonna jamais. Elle l'obligea à divorcer de la femme qu'il aimait, le poussa vers une vie publique qu'il n'avait jamais désirée, et, finalement, le plaça au cœur du pouvoir romain, un endroit qu'il n'avait jamais véritablement souhaité. À la mort d'Auguste, le Sénat voulut accorder à Livia tous les honneurs, monuments, titres, influence politique directe. Mais le nouvel empereur Tibère s'y opposa systématiquement. Il rejeta la plupart des honneurs posthumes, limita sa participation aux affaires publiques et l'exclut progressivement des décisions gouvernementales. Malgré cela, Livia ne céda pas facilement sa position. Devenue officiellement Julia Augusta, Livia maintenait sa propre cour, influençait les sénateurs et nobles, et n'hésitait pas à intercéder en faveur de personnes accusées ou condamnées. Cette intervention constante, parfois directe, érodait l'autorité de Tibère, qui la voyait de plus en plus comme une rivale politique plutôt que comme sa mère. Un des moments les plus tendus fut lorsque le Sénat voulut désigner officiellement Tibère non seulement comme « fils d'Auguste », mais aussi comme « fils de Livia », mettant symboliquement la figure maternelle au même rang que le fondateur de l'Empire. Ce fut un coup porté à son ego, mais aussi un signe de l'ombre puissante que Livia continuait de projeter sur la politique romaine. Finalement, l'éloignement devint total. Tibère s'exila volontairement sur l'île de Capri et cessa complètement de voir sa mère. Bien qu'elle soit tombée malade quelques années plus tard, l'empereur ne lui rendit jamais visite. Livia mourut en l'an 29 après Jésus-Christ, sans réconciliation, sans consolation, et avec un fils empereur qui refusa même d'organiser ses funérailles avec la pompe que le Sénat exigeait. Après sa mort en 29 après Jésus-Christ, Livia Drusilla, désormais connue comme Julia Augusta, tomba dans un silence officiel imposé par son propre fils. Tibère, toujours rempli de ressentiment, rejeta tous les honneurs posthumes que le Sénat souhaitait lui accorder. Il n'autorisa pas sa déification, interdit son apothéose et ne se présenta même pas à ses funérailles. Ce fut son successeur, Caligula, qui lut le discours à sa place. Cependant, le destin réservait une réhabilitation inattendue. Quelques années plus tard, son petit-fils Claude, celui que Livia avait méprisé, humilié et marginalisé en raison de ses handicaps physiques, monta sur le trône de l'Empire. Contre toute attente, ce fut Claude qui restaura publiquement l'image de sa grand-mère. Il ordonna sa déification officielle, l'honora comme diva Augusta et fit ériger statues, temples et autels en son nom. Lors des jeux publics, son image défilait aux côtés de celle d'Auguste, comme si le temps avait réécrit l'histoire. De nombreuses femmes romaines devinrent ses prêtresses, et son influence spirituelle se répandit dans tout l'Empire, bien au-delà de sa mort. Livia ne fut pas seulement la première impératrice de Rome, elle fut la mère politique de toute une dynastie. Par ses manœuvres, son lignage contrôla le pouvoir pendant des décennies. Tibère, Caligula, Claude et Néron furent, directement ou indirectement, les produits de son ambition et de ses réseaux familiaux. Sa figure devint un symbole de pouvoir féminin, d'intelligence stratégique et de la capacité d'influencer depuis l'ombre une société dominée par les hommes. Au fil des siècles, sa vie fut représentée dans des romans, films et séries comme Moi, Claude ou Domina, toujours entourée d'une aura d'ambiguïté entre admiration et soupçon. Elle fut, sans aucun doute, une femme en avance sur son temps, austère dans son image publique, implacable dans son action privée, et éternellement présente dans les fondations de l'Empire romain. Livia Drusilla ne fut pas seulement la première impératrice de Rome. Elle fut l'architecte silencieuse d'un héritage qui marqua l'histoire impériale pendant plus d'un demi-siècle. Son nom, bien que caché dans l'ombre des hommes qui gouvernèrent, brille encore comme une figure légendaire, complexe et fascinante.